pour cette problématique. Et avant de commencer, donc, je voudrais remercier Jean-François Legrand d'avoir accepté de venir participer à ce débat, et Jean-Carl Deschamps, je ne vais pas le présenter, Jean-François Legrand, le président du Conseil général du département de la Manche, Jean-Carl Deschamps, premier vice-président du Conseil régional de Basse-Normandie, aussi responsable à une époque de la partie environnement au Conseil, et toujours responsable de l'environnement au Conseil régional. Donc cette problématique OGM biodiversité est un sujet qui aujourd'hui intéresse tout le monde, et bon, même si les médias ont pu en parler beaucoup, ils l'ont fait de façon très différente les uns les autres, et je crois qu'il n'est pas intéressant qu'aujourd'hui on ait l'avis sinon deux spécialistes, d'au moins de deux personnes qui ont beaucoup travaillé sur la question. Voilà, donc je leur passe dès maintenant la parole. Je pense que Jean-François Legrand va pouvoir commencer si tu le souhaites, et Jean-Carl. Oui, voilà, Monsieur le Président. Bon, merci à Gérard Dieudonné d'abord d'avoir organisé une journée sur le thème que vous connaissez, et c'est vrai que plus on pourra organiser de manifestations où les gens peuvent exprimer ou bien des idées ou en tout cas des solutions techniques par rapport aux envies et aux enjeux sociétaux, c'est important. Et puis bravo, parce que c'est une réussite, et comme d'habitude, il a aussi fait en sorte qu'il fasse beau, et donc ça montre l'étendue de son pouvoir, ce qu'on n'est pas capable de faire nous au Conseil général ni au Conseil régional. Je voudrais quand même qu'on se mette à égalité, parce que l'été n'a pas été terrible. Alors l'été n'a pas été terrible, c'est à cause du Conseil régional, nous on a fait ce qu'on a pu, mais enfin bref. On est donc dans cette situation. Je le dis pour mettre un petit peu d'humour, pour détendre l'atmosphère, parce que le sujet est très sérieux, mais je pense qu'il faut l'aborder sous l'angle le plus, comment dirais-je, dépassionné politiquement parlant, pour aller au fond des choses. Alors, Jean-Carl, je ne sais pas si tu veux parler comme en second, en premier, moi il n'y a aucun ordre d'établi, parce que Gérard tout à l'heure en nous accueillant nous a dit: ah ben écoutez, c'est très simple, techniquement c'est organisé, vous avez des micros et après vous parlez. Donc, non mais on fait comme d'habitude, on attire au sort et tu commences. Bien, voilà, écoutez, sur le sujet qui nous importe, moi je crois, et on s'est mis d'accord, ça a été très rapide, on s'en a à peine parlé avec Jean-Carl, je crois que l'essentiel c'est que vous puissiez poser des questions, que vous puissiez interroger, poser des questions qui vous importent, aborder les sujets qui vous préoccupent, et peut-être que nos exposés préliminaires, liminaires, ne vont être qu'un petit état des lieux, chacun le prenant sous l'angle qui lui convient. En ce qui me concerne, ce sera extrêmement simple. Je voudrais vous dire simplement, mais sans refaire une longue histoire, vous dire quelle a été mon attitude par rapport à la biodiversité d'abord, et par rapport aux OGM ensuite. Et le plus simple, c'est que je vous dise quel a été mon propre cheminement. Très rapidement, lorsque le Grenelle de l'environnement a été engagé, d'abord par Alain Juppé et puis par Jean-Louis Borloo, l'un puis l'autre m'avait sollicité. C'est le machin qu'il faut. Comme ça, c'est mieux? Bien, m'avait sollicité pour participer à la réflexion du Grenelle. Je vous fais grâce des raisons pour lesquelles il m'avait sollicité. Et donc m'avait confié et l'un et l'autre le problème de la biodiversité, en disant il y aura des ateliers, il y aura un atelier, un groupe de travail qui sera consacré à cet enjeu. Alors sur la biodiversité, d'abord, vous rappeler, vous répéter, en tout cas ce qui est ma conviction personnelle, c'est que le Grenelle a été un temps assez extraordinaire, sur lequel on n'aurait pas parié un copec qu'il y a quelques années encore, puisqu'il consistait à faire se réunir autour d'une table des gens qui, a priori, avaient des positions fondamentalement opposées, avec des enjeux opposés, des intérêts qui pouvaient éventuellement aussi être opposés, et que c'était une vraie gageure que de lancer une réflexion pour faire en sorte que cette réflexion soit partagée. Premier temps, c'est pour vous dire un peu dans quel état d'esprit j'avais abordé. Lorsque Jean-Louis Borloo m'a confirmé qu'il comptait me confier le groupe de travail sur la biodiversité, je lui avais dit que c'était un exercice extrêmement périlleux et qu'en même temps on n'avait pas le droit de le rater. C'est la raison pour laquelle j'avais imposé, et c'est vrai que ça a été sous cette forme-là, qu'il y ait peut-être un président, mais qu'il y ait aussi une vice-présidente, en fait qu'on soit deux à animer le groupe de travail,
Et comme j'avais eu l'occasion d'organiser les assises sur la biodiversité au Sénat deux années auparavant, avec à la fois Hubert Reeves, que chacun connaît, je pense que c'est pas la peine de le présenter, mais aussi Marie Blandin. Marie Blandin, qui est, comme chacun le sait, plutôt écolo, plutôt de gauche, qui a été présidente du Conseil régional du Nord, et qui est une amie personnelle. Je lui avais dit à Marie, je lui ai dit, écoute, il faudrait que pour que ce groupe réussisse, il y ait probablement, je simplifie, hein, ne m'en veillez pas, mais c'est pour aller plus vite au vif du sujet, deux références, une référence qui soit plutôt celle de ton bord, et une autre référence qui soit plutôt celle de mon bord. Et c'est la raison pour laquelle nous avons managé ensemble la réflexion consacrée à la biodiversité. Deuxième point, pour vous dire un peu dans quel esprit ça s'engageait, lorsqu'on a ouvert la première séance, donc à la première minute, on s'était mis d'accord sur l'intervention qu'on allait faire et l'une et l'autre, et j'ai expliqué aux 46 ou 7 personnes qui étaient présentes, alors peut-être, je le rappelle pour la forme, parce que vous aviez peut-être suivi les opérations à cette époque-là, il y avait 5 collèges qui étaient représentés dans les groupes de travail, à raison de 8 personnes par collège, mais c'était 8 ou 9. Il y avait un collège des associations, des ONG, il y avait un collège des entreprises, plutôt représenté par le MEDEF, il y avait un collège de l'État, il y avait un collège des collectivités, il y en a un 5e qui m'échappe, rappelle-moi, Jean-Marc. Oui, non, c'était pas là. Attends, on était 5, il y avait les ONG, oui, les scientifiques, merci. Et donc, c'est des personnes qui étaient là, et j'ai commencé, en ouvrant cette séance, qui se tenait d'ailleurs, l'ensemble de nos réunions se sont tenues au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, je leur ai dit, on a deux solutions. Ou bien chacun y va avec son drapeau, l'envie de flinguer l'autre, l'envie de contrer l'autre, et à ce moment-là, on peut toujours faire un débat, mais c'est un débat qui ne sera pas productif, alors qu'on pourrait considérer ensemble qu'il y a là une opportunité assez exceptionnelle qui nous est donnée. On nous met une page blanche sous les yeux et écrivons une recodification de la société sur cette base d'un certain nombre d'enjeux fondamentaux majeurs pour la planète et pour chacun d'entre nous, et notamment celui de la biodiversité. Est-ce qu'on est partant pour dire, chiche, on a l'opportunité de mettre à plat l'ensemble de nos préoccupations, de les organiser pour qu'il s'agisse, pour en faire une base de recodification de la société, et donc c'est sous cet angle-là que les choses ont été engagées, et on a démarré, Marie Blandin disant exactement la même chose, et donc nous avons démarré nos travaux. Je vous passe tous les détails de ou plutôt comment dirais-je, l'historique de nos réunions. Ça a duré près de 2 mois, et ça a été un moment tout à fait exceptionnel, où chacun a consacré du temps à écouter l'autre, à comprendre les arguments de l'autre, et en essayant en même temps de faire valoir ses propres arguments. Ça a donc été un échange, et un échange extrêmement productif, puisque l'on a abouti 2 mois après, 1 mois et demi, 2 mois après, à proposer, à faire un recueil de propositions qui ont toutes, vous m'entendez bien, toutes été consensuelles. Elles ont toutes été acceptées par l'ensemble des participants de ces groupes de travail. La conclusion, pour aller vite au fait, la conclusion a été de dire que la biodiversité, à l'encontre versus le réchauffement climatique, est un phénomène, comment dirais-je, une préoccupation qui ne vient pas immédiatement à l'esprit du grand public. Et on se dit, la biodiversité, est-ce que c'est pas un truc techno? Est-ce que c'est pas un truc écolo? Est-ce que c'est pas un truc comme ça qu'on met en avant? Alors qu'en fait, on n'arrive pas à percevoir ce qu'est l'enjeu de la biodiversité versus le réchauffement climatique, où chacun a dans la tête une image de palmier ou d'ours blanc, et on se dit, ah là là, le réchauffement climatique, la planète est en train d'évoluer. Ça vient immédiatement à l'esprit, et chacun y met un peu les images qui portent ou qui supportent la réflexion par rapport au réchauffement climatique. La biodiversité, ce sur quoi on a conclu, d'abord, de manière fondamentale, en chapeau, en facteur commun, ça fait du bruit, il ne faut pas que je bouge mon micro, en facteur commun de la réflexion, la biodiversité, c'est l'assurance vie de la planète et l'assurance vie de chacun. C'est dans la biodiversité que se situe la capacité de la planète à résister ou à s'adapter aux différents changements, dont le changement climatique, qui est en train de venir. Ça a été quelque chose de parfaitement admis. Ça veut dire que la biodiversité, il faut donc essayer d'éviter, de ralentir, de freiner,
et si possible de renverser l'érosion de cette biodiversité. Pour vous donner une image qui exprime ce qu'est la biodiversité, prenez l'image d'un avion en vol. Faites voler un avion, il perd un boulon, 10 boulons, 100 boulons, le 101e boulon il se crache. Il ne tient plus, il plonge, il tombe. Ça n'est pas le 101e boulon qui a été la cause de sa chute, c'est la disparition des 100 autres avant qui a fait que l'avion a été fragilisé. La biodiversité, c'est la même chose par rapport à la planète. On a une érosion d'un facteur 1000 sur les 100 et quelques dernières années de cette biodiversité, et on a une prospective d'un facteur 5000 dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Ce qui veut dire que chacun des boulons, c'est quoi? C'est l'animalcule ou la plantule ou l'élément vivant, même géologique, parce qu'il faut aussi associer la géologie pour une part. C'est chacun de ces éléments vivants qui contribue à faire que l'ensemble de la planète reste en équilibre, que l'écosystème planétaire est en équilibre. À partir du moment où elle s'érode, cette biodiversité, l'équilibre se fragilise, et l'important est de se dire, non pas qu'il faut protéger la coccinelle à pattes jaunes avec des yeux bleus, ou la grenouille machin, ou la fougère tartampion, on ne sait pas très exactement, on en connaît une partie, mais pas tout, du système des interactions qui existent. Sauf que si on laisse éroder ce capital biologique, eh bien la fragilisation se fait, l'écosystème est en déséquilibre, et c'est ce qu'on appelle, enfin c'est le risque majeur de voir la planète être tellement déséquilibrée qu'elle ne résistera pas aux changements qui viennent, sachant que par ailleurs, Uber dit qu'on est engagé dans la 6e extinction, ce qui veut dire qu'il y en a eu 5 autres avant, et que les 5 autres extinctions qui ont eu lieu n'ont pas été le fait de l'homme, ni de ses activités, ça a été le résultat d'un certain nombre de phénomènes naturels, mais que la planète s'en est sortie de ces extinctions parce que les écosystèmes existaient, parce que la biodiversité était là, et qu'elle a permis à chaque fois une réadaptation de la planète, une relance d'un nouvel écosystème qui a permis de nous maintenir la planète telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors que la 6e extinction est pour une très grande part le résultat de l'activité humaine. Voilà, si vous voulez, quelques éléments de base qui ont prévalu lors de cette réflexion sur la biodiversité, avec quelques conclusions. Je ne vais pas vous les repasser non plus dans le détail, d'ailleurs on les retrouvera dans les lois Grenelle qui vont arriver très bientôt devant le Parlement, mais on a entre autres, par exemple, établi le fait, la nécessité qu'il y avait de protéger la biodiversité extraordinaire, celle que on voit dans les émissions Ushuaïa, etc., Géo et compagnie, où on voit des choses extraordinaires en Guyane, aux Caraïbes, en Nouvelle-Calédonie ou à La Réunion ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou ailleurs, et on se dit ça c'est de la biodiversité extraordinaire, celle-là on l'aperçoit, parce que c'est l'espèce qui est en voie de disparition, c'est l'espèce qui est rare, et puis il y a des paysages, et puis il y a un sentiment positif qui règne autour de cette biodiversité extraordinaire, alors que probablement la plus importante, c'est la biodiversité ordinaire, celle que l'on vit au quotidien, chez nous, à côté, là, dehors, de l'autre côté, dans le champ, dans son jardin ou dans la ville. Et que c'est cette biodiversité ordinaire qu'il convient de protéger, puisque c'est la plus fragile, la plus exposée. D'où la notion de trame verte et de trame bleue, qui est sortie de la réflexion du Grenelle. La trame verte et la trame bleue, c'est l'expression en termes simples du corridor écologique qu'il est nécessaire de mettre en place pour que, alors comment dire ça, enfin, je vous schématise, hein, ne prenez pas ce que je vous dis comme étant un exposé complet, mais lorsqu'on fait des routes, on parcellise le territoire et en même temps on l'étanchéifie. Et quand on étanchéifie le territoire, on interrompt la fluidité, la continuité de la biodiversité. Les insectes ne passent plus, etc., etc. Ça veut dire qu'il faut avoir dans nos comportements d'aménagement du territoire ou d'aménageur du territoire une préoccupation de ce qui va permettre à la biodiversité ordinaire non seulement de ne plus être érodée, mais probablement de retrouver de la vitalité, et j'en reviens à ce que je vous disais, puisque c'est l'assurance vie de la planète, et si c'est l'assurance vie de la planète, c'est notre assurance vie à chacun. Même chose pour la trame bleue, même chose pour un certain nombre de dispositions qui ont été arrêtées. Voilà, si vous voulez, très brièvement, très succinctement et vraiment d'une manière squelettique,
la réflexion qui a été menée sur la biodiversité, et je dois dire, je le dis pas, comment dirais-je, mais il faut avoir la sincérité d'abord de son existence et de ses sentiments. Ça a été aussi pour moi, alors même que la biodiversité est une préoccupation qui datait déjà depuis un certain temps, ça a été aussi le temps du Grenelle, un temps assez extraordinaire de prise de conscience. Et ça vaut pour l'ensemble des partenaires, l'ensemble des gens qui ont participé à ça. Il y a eu des choses qui ont été prises en considération, que j'ai personnellement mises à mon propre compte, alors qu'elles n'étaient pas forcément aussi évidentes que ça avant, même parfois complètement étrangères à ma propre préoccupation. Donc voilà ce qui s'est passé sur la biodiversité. Un temps extraordinaire, des conclusions consensuelles, avec des engagements de la part des 5 collèges, des engagements forts pour que dans les lois qui vont venir, celle du Grenelle 1, Grenelle 2, mais ça n'est pas fini, c'est pas pour seul de tout compte, on a un système itératif, un cheminement qui va devoir être suivi de la part de notre société et de ceux qui, nous, parlementaires, sommes en charge de la codifier, donc qui devrait être de plus en plus pris en compte et de mieux en mieux pris en compte. À partir de là, il y avait également d'autres groupes de travail, dont un, le groupe numéro 3, qui était chargé des problèmes agricoles et qui devait entre autres aborder les OGM. Et puis, comment dirais-je, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails non plus, c'était un peu enlisé. Le débat était devenu seulement agricole, alors que le problème des OGM va largement au-delà de l'agriculture. Et il a été proposé à cette époque-là, par le président de la République, de faire un intergroupe consacré aux OGM. Et on m'a demandé d'en présider et de le présider, parce que ça a impacté, enfin c'était pour beaucoup impacté, conditionné, ça devait être imprégné par une approche biodiversité. Et c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé en charge de cet intergroupe, avec un fonctionnement qui a été identique à celui des autres. J'ai demandé à ce que les partenaires qui étaient en charge des autres groupes de travail viennent nous rejoindre. C'est comme ça qu'Alain Greenfeld est venu nous rejoindre, que Laurence Tubiana est également venue et que Marie Blandin, votre serviteur, également ont participé à la mise en œuvre de cet intergroupe. L'intergroupe OGM, avant de le présider, je le dis parce que c'est la réalité, moi je me suis enfermé 2 jours chez moi, parce que d'abord, je n'en sais pas grand-chose des OGM. J'avais vraiment une connaissance tout à fait parcellaire, comment dirais-je, tronquée, de ce que pouvait être ce problème. Et je me suis enfermé pour me dire, mais par quel bout il faut prendre cette réflexion. Et je vous fais grâce des différentes étapes de ma réflexion. Je me suis dit d'abord, se pose le problème de la connaissance. C'est quoi les OGM? Et je constatais, comme chacun sans doute d'entre vous, que la parole était en quelque sorte confisquée. Elle est confisquée, la connaissance, par ceux qui sont les promoteurs et qui vous disent « mais vous ne vous rendez pas compte, on est en train de créer un monde meilleur », ou par d'autres qui disent « attention, vous allez faire tourner la planète à l'envers ». Et la vraie connaissance, où se situe-t-elle? Comment est-ce que moi, qui ne connais rien, je vais essayer de trouver les éléments de la connaissance? Et ça a été le premier temps de la réflexion que j'ai proposé à l'intergroupe, en disant « et si on redonnait toute sa force à la connaissance ?» Et pour que la connaissance retrouve sa vraie valeur, pour qu'elle retrouve toute sa densité, eh bien ça veut dire qu'il faut l'appuyer sur une réflexion pluridisciplinaire, scientifique, pluridisciplinaire. Or souvent, les promoteurs des OGM s'appuient sur les ingénieurs du génie moléculaire et du génie génétique. Et c'est vrai que c'est une procédure, tout à fait, une manipulation tout à fait extraordinaire et quasi géniale. Donc quand on enferme le sujet sur ceux qui savent le manipuler, le gène, on s'enferme dans une chapelle scientifique. Mais on n'a pas l'éclairage des autres. Est-ce que ça a un impact sur la biodiversité? Est-ce que ça a un intérêt sur le plan économique? Qu'en disent les scientifiques ou les chercheurs sociétaux? Qu'en disent les philosophes, etc., etc. Donc il fallait redonner à la connaissance un appui scientifique pluridisciplinaire qui aille jusqu'aux confins de la réflexion. Le deuxième temps, ça a été de dire, une fois, admettons, que la connaissance retrouve toute sa force. Quelle gouvernance donner à la connaissance? Comment est-ce que nous, vous, moi, Jean-Carl, qui n'y connaît rien non plus, c'est pour voir s'il écoutait. Et donc, il a dit absolument, ça ne veut rien dire.
Donc, non, je redeviens sérieux. Quelle gouvernance, comment faire pour que la connaissance soit portée à la connaissance du plus grand public, du plus grand nombre? Et ça a été toute une réflexion sur la gouvernance qui avait abouti à la proposition, qui n'a pas été retenue dans la loi, à la proposition d'une haute autorité. Alors on l'a appelée comme ça, faute de mieux, on pouvait l'appeler un peu différemment. Enfin, elle a été retenue sur l'appellation haute autorité, qui fasse se rencontrer la société civile et la société scientifique. Que la société scientifique comprenne les interrogations de la société civile, que la société civile comprenne également les moteurs de la réflexion de la société scientifique, et en disant, à travers cette organisation d'une haute autorité, c'est probablement un moyen de pacifier le débat, de pacifier la société, de remettre le sujet là où il doit être remis. C'est un sujet fondamentalement sociétal, de société, et non pas politique, et non pas strictement scientifique, ni. Donc c'était la technique que j'avais proposée et qui avait d'ailleurs été retenue. Et puis le troisième temps de la réflexion, c'était quelle codification de la gouvernance, et c'était la loi telle qu'elle avait été présentée au Parlement et telle qu'elle n'a pas été votée, en tout cas par le Parlement, dans la forme initiale qui avait été retenue par le gouvernement et puis par l'intergroupe de travail. Voilà, si vous voulez, le deuxième temps pour l'histoire de la réflexion. Et ensuite de cela, il y a eu, parce qu'il y avait le problème du Monsanto 810 qui n'était toujours pas traité, la mise en place de la haute autorité que la loi n'avait pas encore créée, mais que le gouvernement a décidé de mettre en place à titre provisoire pour traiter du problème du Monsanto 810. Et je me suis retrouvé en charge de cette haute autorité. Et la haute autorité a été composée à peu près convenablement, puisque ça reprenait les termes de ce que l'on avait proposé, à la fois par des scientifiques et des scientifiques compétents, mais aussi des ONG, des représentants de la société civile. Et c'est un exercice qui a été très court, dans la mesure où on ne demandait pas à la haute autorité, et heureusement, de repartir sur des expérimentations, sur des évaluations de ceci et de cela. La question qui était posée, c'est de dire, est-ce que, depuis la dernière acceptation de la production de Monsanto 810 sur le sol français, mais ça valait aussi un peu pour l'Europe, est-ce qu'il y a des éléments scientifiques nouveaux qui sont apparus? Et la réflexion d'un mois qu'on a menée entre la mi-décembre et la mi-janvier, ça a été de dire, regardons, peignons les différentes réflexions, les différentes productions de réflexions scientifiques ou de conclusions scientifiques, et regardons les interrogations de la société par rapport à ça. Ça n'a donc été que cela. Et le résultat de cette haute autorité provisoire a été de dire qu'il y avait 4 faits scientifiques nouveaux et 14 interrogations qui méritaient chacune d'entre elles une investigation en part entière, car c'était des interrogations avec sans doute une forte probabilité de réponse plutôt négative, mais peut-être aussi pour certaines positives. Donc ça méritait d'être investigué un petit peu plus. Sur les 4 observations scientifiques qui ont été recensées comme étant nouvelles par rapport aux dernières évaluations, aux évaluations antérieures de la mise en culture du maïs, il y avait une positive et 3 négatives. La positive, c'est qu'il y avait une disparition quand on utilise le BT, le maïs BT. Le BT, c'est le maïs Monsanto 810 qui produit sa propre substance. Oui, je bouge, et si je le posais, peut-être que ça bougerait moins. Non, c'est bon, c'est parce que je bouge. Donc, est-ce que vous m'entendez comme ça? Voilà, c'est très bien, j'y touche plus. C'était donc une diminution des mycotoxines, ce qui diminue et évite la fusariose, avec une diminution de ces mycotoxines vraiment assez considérable, donc un élément que l'on peut considérer comme positif. Dans les 3 autres éléments, qui eux étaient manifestement négatifs, il y avait l'apparition de la disparition d'animaux non cibles. La cible, c'était la pyrale du maïs. Alors celle-là disparaît, mais on s'apercevait en même temps que le lombric, les papillons, un certain nombre d'organismes étaient eux-mêmes impactés par la substance du maïs produite par
le maïs BT, et que là, il y avait donc un impact sur la biodiversité. Et vous remettez en parallèle la réflexion qu'on a menée sur la biodiversité, il faut éviter son érosion, il ne faut pas la fragiliser. Si le fait d'utiliser un pesticide produit par la plante détruit un certain nombre d'animaux qui participent à l'écosystème et à l'équilibre, alors là, il y avait danger par rapport à la biodiversité. Il y avait également d'autres considérations de ce genre, notamment sur la santé humaine. Et sur la santé humaine, un certain nombre de scientifiques disant « mais il n'y a aucun danger puisque de toute façon on n'a jamais rien repéré ». Sauf que dans le même temps, on n'a jamais eu d'enquête épidémiologique. Donc c'est un peu court de dire il n'y a à coup sûr aucun danger sur la santé humaine dès lors qu'on n'a pas mené une investigation raisonnée et comment dirais-je, scientifique sur les différents impacts qui pourraient exister. Et dans le même temps, il y avait des études qui ont porté sur des animaux, et sur des animaux de deuxième génération, faisant voir qu'il y avait apparition de troubles fonctionnels au niveau de l'estomac, au niveau du foie, au niveau du pancréas, sur un certain nombre d'animaux, et que ce sont des animaux qui ont été testés par rapport à une population test ne consommant pas d'OGM, et en deuxième génération, on voit apparaître des troubles. C'est quand même suffisamment préoccupant pour qu'on se dise peut-être que ça n'a aucun impact sur la santé de l'homme, mais ça mérite quand même d'être investigué. Donc les 4 observations, une positive, 3 négatives. La positive, n'en parlons pas. Les 3 négatives méritaient à minima qu'il y ait une réflexion beaucoup plus poussée sur le plan scientifique pour vérifier s'il y avait ou non nocivité, atteinte à la biodiversité, etc., etc. Quant aux 14 interrogations, je vous en fais grâce, mais elles relevaient toutes à peu près de la même réflexion, notamment une sur l'économie. Est-ce que sur le plan économique, les organismes génétiquement modifiés sont un plus, sont un moins, ou n'ont aucun impact? Or, dans le même temps, il y a une réflexion qui avait été menée à la suite du sommet de Johannesburg, et dont j'avais les pré-conclusions, qui étaient menées par l'ISTBM, qui était un organisme international qui a réuni les experts de 60 pays et 4000 à peu près scientifiques, qui a été mené à l'initiative de l'ONU et de la Banque mondiale, et que cette réflexion sur l'économie conclut dans sa pré-conclusion, non seulement il y a un impact sur l'économie, mais c'est un impact négatif, puisque on enferme les pays en voie de développement dans une logique libérale et comment dirais-je, aide-moi Jean-Carl, c'est des mots que tu utilises tous les jours. Ouais, de dépendance. Ah oui, il n'écoute pas, hein. De dépendance, enfin bref. On a servi des pays en voie de développement à la technologie portée par quelques pays développés, par quelques entreprises des pays développés, et il y avait là une réponse extrêmement claire sur le plan économique. Ça n'est pas une solution pour l'économie mondiale, ça n'est pas une solution pour nourrir la population du monde. Donc voilà, si vous voulez, les quelques conclusions que cette haute autorité avait enregistrées. Le dernier soir, ça s'est terminé à 6 h du soir, la dernière réunion, j'ai dit aux scientifiques et aux représentants de la société civile qui étaient là, on vient de se livrer à un exercice d'évaluation des risques. Et c'est votre métier, et c'était notre fonction, c'est la raison pour laquelle on a été mis en place, d'évaluer, de procéder à cette évaluation du risque. Et je leur ai dit dans la foulée, je suis parlementaire, je suis politique, lorsque j'aurai passé la porte, je serai en charge de la gestion du risque. Il y a vraiment 2 métiers. L'évaluation, c'est une chose, la gestion du risque, de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je me suis retrouvé à présenter les conclusions devant le gouvernement, j'ai expliqué que la haute autorité avait conclu à ce qu'il y avait une évaluation de la situation, et que pour moi, toutes les interrogations étaient autant de doutes sérieux, et qu'il y avait une urgence, bloquer la production du maïs Monsanto 810, ne pas l'autoriser dans notre pays, tout le temps que l'investigation, la recherche scientifique n'aura pas permis d'éclairer les différents points qui restaient litigieux. Voilà très exactement la position qui a été la mienne. Je vous la livre telle que je l'ai vécue, telle que je l'ai organisée, puisque j'ai eu la chance et l'honneur de participer à cette réflexion. Voilà en tout cas quelle a été ma position.
Et je dois dire que ça a été une position parfaitement reprise par l'intergroupe de travail sur les OGM, puisque personne n'a manqué à l'appel pour me dire c'est bien, sauf que les scientifiques se sont un peu rebellés, et qu'il y a eu, alors ils se sont rebellés d'ailleurs, actionnés, hein, j'ai bien dit d'ailleurs, j'en prends toujours le terme, actionnés par les lobbies, qui leur ont dit d'autant plus facilement qu'il fallait se rebeller, que pour pas mal d'entre eux, mais je ne porte pas de jugement, hein, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, ils ont des programmes de recherche que la puissance publique aide insuffisamment, et ils se retournent vers la puissance privée pour mener les investigations. Ils sont donc un peu liés à la puissance privée qui donne les moyens de promouvoir la recherche. Donc on est là dans une situation qui est un petit peu ambiguë, quelle que soit par ailleurs la rigueur intellectuelle de ces scientifiques. Et puis le dernier temps, ça a été le troisième temps qu'on avait proposé, la codification, l'organisation de la gouvernance par la loi, et là, on a eu manifestement un dérapage total. Un dérapage total, puisque l'activation de mes camarades, de mes collègues parlementaires a été très forte par les lobbies semenciers, par un certain nombre de lobbies, pour leur dire ne laissez pas faire ça, alors que normalement ils auraient dû, les semenciers et tous ceux qui sont en charge du développement économique de leur propre boîte, accepter que la société prenne ses responsabilités et que ceux qui sont en charge de la codifier prennent eux aussi leurs responsabilités. Et là, on a eu, comment dirais-je, un moment peu glorieux pour la politique. Très peu glorieux pour la politique. L'honneur de la politique et l'honneur de ceux qui s'y sont engagés, c'est d'avoir toujours en ligne de mire la recherche de l'intérêt général. Cette recherche de l'intérêt général et de la société, qui n'est pas facile à trouver. On est tous porteurs, toi aussi Jean-Carl, d'erreurs. On est tous capables de se tromper. On est tous bardés d'insuffisance. Mais néanmoins, on a quand même l'obligation de chercher, de donner le meilleur de soi-même. Et si on se trompe avec conviction, c'est pardonnable, alors que quand on se trompe par intérêt, ça n'est pas pardonnable. Donc voilà, si vous voulez, les quelques mots que je voulais dire sur le sujet. Et je suis vraiment très déçu que notamment le groupe auquel j'appartiens au Sénat a été celui qui est fusillé. Le travail qui a été fait par moi personnellement, ça n'a aucune espèce d'importance, mais par contre fusiller le travail et l'espoir qui a été enregistré à l'issue du Grenelle. On a manqué un rendez-vous, j'ose espérer, mais je ne suis pas à y répondre d'ailleurs, que l'on aura la possibilité de retrouver de nouveaux rendez-vous sur ce sujet, et j'ai infiniment d'espoir, puisque au niveau européen, les clauses de l'activation de la clause de sauvegarde sont reprises par la Commission européenne, et donc rien n'est perdu, simplement le combat continue. Non pas un combat, je conclus là-dessus, je ne suis ni pour ni contre, mais avant de choisir, je veux savoir. Je vous remercie. Merci Jean-François de nous avoir exposé avec non seulement ton cœur, mais avec tout le raisonnement possible, toute la démarche qui a été la tienne. Mais je pense que tu as mis ton cœur aussi, hein, et toute ton honnêteté politique. Jean-Carl, donc, alors, je n'ose pas dire que tu as le même temps que Jean-François Legrand, parce que Jean-François, on me dit que je suis bavard, mais je crois que je trouvais de part et d'autre de moi des gens qui me dépassent très largement. Je suis désolé, j'ai essayé de faire bref, mais oui, non, je ne non. pouvais pas raccourcir plus. Non, mais c'est très bien. Jean-Carl, bien, merci. Merci Gérard. D'abord, vous dire que je suis un petit peu gêné pour plusieurs raisons. Jean-François a commencé par détendre l'atmosphère, je vais continuer un petit peu sur cette lignée et sous forme de clin d'œil, lui dire que j'aime bien quand Jean-François Legrand parle avec son cœur. Car non seulement il montre que son cœur est à gauche, mais il montre que sa réflexion s'en rapproche aussi. Alors, il faut remettre en place une haute autorité politique parce qu'il s'est complètement planté. Non, vous allez voir que si je suis entre les deux, c'est pour les défendre, pour les séparer, mais c'est pas le cas aujourd'hui. La deuxième raison, plus sérieusement, c'est que, effectivement, moi je considère que ce débat est un débat éminemment politique, profondément politique. Je reprends d'ailleurs une phrase, qui est une belle phrase.
et qui dit que l'honneur de la politique, tu l'as redit tout de suite d'une autre manière, est de s'élever, et non de se contenter de petites soupes cuisinées dans de petites arrière-cuisines. La fin est de Philippe Séguin, mais le début est de Jean-François Legrand. Alors vous comprendrez que je suis un petit peu ennuyé parce que tout ce qu'a dit Jean-François Legrand, j'y souscris à une ou deux nuances près sur lesquelles nous reviendrons très certainement dans le débat. J'y souscris et je le porte moi-même à ma petite place et depuis également plusieurs années. Je me souviens d'un débat, pas très loin d'ici, à Amby, avec un autre élu de ce département, dont je ne salue pas les dernières paroles, d'ailleurs, au demeurant, mais sur un point de désaccord d'approche des OGM, puisqu'il s'agissait du sénateur Bizet, sur le même sujet. Donc difficile, après tout ce qui a été dit, de vous redire la même chose, ça n'aurait ni sens ni utilité. Je vais donc, pour ma part, revenir sur deux, trois points, deux, trois idées qui me semblent peut-être encore comme étant des idées qui interrogent les citoyens, mais en vous disant en préalable qu'aborder cette question en politique n'est pas l'aborder en politicien. Et je voudrais saluer véritablement, au-delà d'une certaine amitié qui peut nous lier, y compris dans nos petites joutes amicales des inaugurations du samedi ou du dimanche, je voudrais saluer toutes celles et tous ceux qui s'engagent sur cette question, bien sûr ceux qui, comme vous, organisent aujourd'hui des manifestations de ce type-là et qui sont importantes, les citoyens qui prennent le temps d'y venir, et puis les politiques qui, quel que soit leur bord politique, parlent vrai. Et Jean-François, depuis quelques mois, nous rappelle que le débat des idées n'est pas le débat des hommes. Que l'on peut ne pas être du même côté de l'échiquier politique, et pourtant, sur un sujet aussi central, aussi profond que celui des OGM, mais à travers lui, celui de la biodiversité, eh bien, devrait quelquefois nous amener à dépasser nos différences. Même si, car je ne suis pas là, y compris à proximité d'une abbaye pour encenser, quelle que soit la grandeur de l'élu qui est à mes côtés, l'action de l'un ou de l'autre, même si, sur le plan de la cohérence politique, il faut que cette interrogation soit poussée au bout, c'est nécessaire. On y reviendra certainement dans le débat, mais quand par exemple on parle de ces chercheurs, de ces scientifiques qui abordent à leur manière une question, et de leur dépendance au programme privé, alors on doit aussi s'interroger sur les moyens, en tant que représentants du peuple, au Parlement et au Sénat, qu'on donne à ces mêmes chercheurs à travers le vote des budgets de l'État, par exemple. C'est le cas dans le domaine de l'INRA, par exemple, dont je voudrais rappeler que le budget, l'INRA, dans le domaine des OGM, a un rôle extrêmement important en termes de recherche objective. Le budget est passé de 597 à 577 millions d'euros entre 2004 et 2006. Alors oui, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit préalablement. Je crois qu'il faut qu'on pousse la cohérence politique un peu plus loin et qu'on puisse tirer les conséquences de ce positionnement et le faire là encore en toute objectivité à un moment où il me semble en plus que ce que Jean-François rappelait tout à l'heure, bon, il lui arrive de chercher un peu ses mots lorsqu'il emprunte le langage de mon bord politique, mais lorsqu'il rappelle la dominante ou la dominance dans ce monde libéral du marché du profit, lorsqu'il déclare dans la presse, et encore une fois je salue cette phrase, qu'il défend les citoyens et non les multinationales, alors il faut qu'en système politique, qu'en vision de la société au bout, nous mettions en place ce qui va permettre de pouvoir cadrer, encadrer tout ce type d'approche de la société, tout ce système économique qui aujourd'hui domine quand même, y compris les grands débats de notre société. Et sur ce terrain, je voudrais pas revenir sur la biodiversité, Jean-François l'a abordé avec beaucoup de précision et beaucoup de contenu, et j'y souscris, sur des enjeux qui sont équivalents à ceux du réchauffement climatique et qui doivent nous mobiliser tous et toutes et nous interroger sur
le devoir même que nous avons, devoir d'homme avec un grand H bien sûr, que nous avons au regard de notre génération, mais aussi de celles qui vont suivre. Et sur les OGM, qui sont un des points qui touchent au débat de la biodiversité, et un des points parmi beaucoup d'autres, je voudrais revenir sur 3 ou 4 éléments. D'abord, on dit que les OGM, on nous dit que les OGM devraient permettre l'utilisation de moins de pesticides. Je voudrais m'arrêter 15 secondes sur ce point qui est extrêmement utilisé actuellement pour convaincre la société du bien fondé des lois qui sont mises en place. Un élément de réponse, qui n'est pas de moi, qui est des chercheurs de l'INAO aux États-Unis, et qui ont constaté quoi dans ce pays qui est le premier producteur d'OGM au monde? Qui ont constaté tout simplement que, après la mise en place des premières cultures OGM, effectivement, l'utilisation et le recours aux pesticides a diminué pendant 2 ans. Mais qu'au bout de 2 ans, le niveau de consommation est revenu au même niveau, et qu'au bout de 3 ans, il a même dépassé le niveau initial. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que non, on n'utilise pas moins de pesticides lorsque l'on cultive des OGM. Pourquoi? Eh bien, simplement, rappelons-le, parce que sur la planète, aujourd'hui, plus de 95% des cultures OGM qui sont mises en place le sont autour de végétaux agricoles. Et sur ces 95%, la très grande majorité, 72%, sont dédiés à résister à un herbicide, pas à plusieurs, à un seul, le Roundup, c'est-à-dire celui produit par la firme Monsanto, dont vous savez qu'elle est aussi le premier semencier mondial. Nous avons là une part de la contradiction qui m'amène à vouloir tordre le cou à cette idée que les OGM apporteraient une réponse à d'autres problèmes environnementaux et d'autres problèmes liés aussi à la biodiversité. Je pense notamment au problème de l'eau, par exemple, à travers la diminution des pesticides. Deuxième idée sur laquelle je voudrais revenir très rapidement, Jean-François l'a abordé, mais je voudrais m'y arrêter 15 secondes. Les OGM régleraient la faim dans le monde, le problème de la faim dans le monde. Là aussi, d'abord, permettez-moi un petit tour en arrière, et rappelez que cet argument a été rigoureusement le même argument que celui développé il y a 30 ans pour mettre en place une agriculture productiviste. Nous allions régler le problème de la faim dans le monde. Or, depuis 30 ans, que se passe-t-il? Tout le monde le voit. À ma connaissance, non seulement le nombre de crises alimentaires, le nombre de famines qui touchent notamment les pays du sud de notre planète n'a pas diminué, mais parallèlement, en Europe et aux États-Unis, les stocks de production alimentaire se sont accrus. La question n'est donc pas celle de la production, mais bien de la distribution des richesses. Et ça, c'est une question éminemment politique qui, je dois le dire, est parallèle encore à celle des OGM, car l'un vient accroître l'autre, et non pas l'un, l'OGM, viendrait diminuer ou régler le problème de la faim dans le monde. Troisième idée sur laquelle je voudrais revenir de manière assez rapide et assez simpliste peut-être, mais aussi pour pouvoir débattre avec vous si ces sujets vous semblent importants. On nous dit que les OGM amèneraient plus de profit aux agriculteurs. Je voudrais aussi m'arrêter 15 secondes là-dessus. D'abord, pour rappeler une autre étude faite aux États-Unis. Une étude qui montre simplement que le principe actif du Roundup est considéré par les chercheurs de Californie comme la 3e cause de maladies professionnelles des agriculteurs. Si on parle de profil, on pourrait déjà parler de durée de vie et penser que cette nocivité-là est déjà en soi une réponse négative à cette affirmation. J'ajouterai que pour l'agriculture labellisée, elle est peut-être spécifique à l'Europe et notamment à la France, mais pas seulement. Bien sûr, on pense aux agriculteurs bio, mais on pense aussi aux AOC.
la gestion, l'introduction d'OGM est une catastrophe. Et on pourrait ajouter que la gestion qui est proposée de cette introduction par l'actuelle loi en France est une catastrophe également, car elle ne règle pas, et aucunement, les problèmes de cohabitation, les problèmes de niveau de pénétration des OGM, y compris d'ailleurs lorsque on parle d'affichage lié aux consommateurs. Il y a donc, autour de cette question de l'agriculture, aussi une fausse affirmation, et puis, au fond, il y a un autre point qui doit être dénoncé dans ce cadre, c'est la dépendance des agriculteurs, puisque qui dit OGM dit brevet, et qui dit brevet dit achat. On voit bien que derrière ce sujet-là se cache aussi le débat politique également, et j'y reviens, de celui du droit à la dépendance, ou à l'indépendance, pardon, alimentaire des différents pays du monde. Enfin, dernier point, on nous dit, les OGM, c'est transparent. C'est un sujet abordé courageusement par l'ensemble de la société. Là aussi, je voudrais m'inscrire en faux. J'ai salué tout à l'heure, j'allais dire, l'expression forte de Jean-François Legrand sur le sujet des OGM. Mais je voudrais rappeler que le premier débat, parti il y a maintenant plusieurs années, est parti d'une fuite. Une fuite organisée par une collègue parlementaire, mais députée, elle, Geneviève Perrin-Gaillard, qui a lâché dans la presse la question du débat des OGM. Alors là, on a génétiquement modifié ma voix, donc je sais plus où j'en suis. Mais pendant que tu reprends ta voix, je voudrais simplement signaler que Geneviève Perrin, qui est d'ailleurs une de mes amies, mais est aussi une de mes consoeurs, parce qu'elle est vétérinaire. Elle aurait donc pu être conseillère générale dans la Manche. C'est foutu pour la Manche. Et donc, on a, autour de cette introduction du débat dans la société, sans parler du problème des faucheurs, qui sont aussi ceux qui ont porté à connaissance, d'une manière dont on peut parler, mais qui ont quand même participé à faire que la société se saisisse de ce débat. On voit très bien que le débat aurait pu continuer finalement à s'écouler tranquillement, sans à un moment ou à un autre intéresser le grand public, et qu'il a fallu à chaque étape de ce débat, que ce soit en amont, pendant le débat de la transcription de la directive européenne, ou au moment du vote, que des voix s'élèvent, non pas pour se positionner, mais pour réclamer de la transparence. Et je l'ai entendu tout à l'heure dans la bouche de Jean-François Legrand aussi, réclamer que le débat soit ouvert à toutes et à tous. Non, je crois que les OGM ne peuvent pas, les porteurs des pro-OGM, comme aurait dit le président du Conseil général de la Manche tout à l'heure, ne peuvent pas se targuer d'une transparence démocratique dans la gouvernance de cette question, qui est une question profondément politique. J'y reviens une dernière fois. Voilà les quelques points que je voulais rappeler dans ce cadre-là. Et pour conclure, avant que nous puissions passer à un échange, et en ayant, pour ma part, respecté mon temps de parole, je voudrais... Non mais, c'est tout à fait normal qu'un président ait plus de temps de parole qu'un premier vice-président. Si vous saviez ce qu'il est faux cube, je le répète. Je ne pense pas un instant ce que je viens de dire, mais je l'ai quand même dit avec conviction. Plus sérieusement, je voudrais finir sur 2 points dans notre échange. Et encore une fois, je veux me situer sur le pied de débat qui est le pied de l'intérêt général. J'ai pris un certain nombre de positions préalablement, tout le monde connaissait mes positions, tout le monde connaissait celle de Jean-François Legrand aussi, même si on a plus de chances de connaître les siennes, puisque lui il passe à la télé, et c'est bien. Et en plus il est jaloux. Non, c'est bien quand il parle des OGM. Sur d'autres sujets, on en parlera. Et donc, on va bien qu'on se situe sur la recherche de l'intérêt général. Et en l'occurrence, à ce titre-là, moi je voudrais vous poser plusieurs interrogations. Je n'ai pas la même sérénité. Je n'ai pas la même sérénité que Jean-François dans le domaine des déclinaisons des lois à l'avenir. Je n'ai pas la même
approche que lui sur la traduction du Grenelle, même si j'ai salué le Grenelle. Je crois qu'il a été un moment extrêmement intéressant. Je pense qu'en plus, il y a des groupes qui ont réellement, pour certains, été au fond des sujets et retissé du lien entre des acteurs qui depuis longtemps ne se parlaient plus ou ne se parlaient pas assez. Et je pense, très sincèrement, que le groupe sur la biodiversité que tu as présidé a été de cela. Je pense donc que ce temps-là était un temps important. Mais la question n'est pas seulement de savoir si on a bien travaillé ensemble. La question, c'est de savoir ce que cela va changer demain, dans notre vie quotidienne. C'est ça, la question de fond à laquelle, je crois, il faut que les politiques répondent sans décevoir tous les espoirs qu'ils ont fait naître chez les uns ou les autres. Et là-dessus, je vous le dis, moi je ne suis pas rassuré. Je le vois d'abord au regard des débats qu'il peut y avoir sur d'autres sujets, je pense à l'écotaxe. Je le vois aussi au regard des positions prises par les représentants des 5 composants de ces groupes, et entre autres celui du monde de l'entreprise, par exemple, aujourd'hui. Moi je suis inquiet sur la traduction que nous faisons du Grenelle. Je le suis aussi sur la traduction qu'on a fait du travail qui a été fait sur les OGM. Et je pense que si nombre de sénateurs ou de députés n'ont pas voté ces textes, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient écologistes ou qu'ils soient de droite, c'est plus difficile pour les écologistes, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quand même qui s'expriment, eh bien, c'est qu'il y a des raisons. Et ces raisons-là, je crois que notre responsabilité à nous, citoyens, c'est de les analyser et de bien comprendre que si on peut objectivement attendre des décisions politiques qui vont traduire cela, elles n'arriveront pas sans qu'il y ait une pression continue qui se prolonge, émanant de l'ensemble des citoyens et de l'ensemble de leurs groupes constitués, je pense notamment aux associations. Moi, je voudrais conclure totalement mon propos par une petite citation, une dernière. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à relire, après avoir reçu en mai une copie de ce courrier, à relire toute l'histoire du Petit Prince. Et cette citation, c'est la suivante. Le devoir de la politique est d'intégrer dans les lois, à chaque fois que nécessaire, l'ardente obligation d'écrire les règles d'un monde où nos enfants, nos petits-enfants, auront le droit de vivre. Je permettrai d'ajouter un mot, sans agresser son auteur, auront simplement le droit de vivre. C'est la phrase de conclusion d'une excellente lecture, celle du courrier que Jean-François Legrand a adressé après ce débat. Et il a eu la gentillesse de m'en envoyer une copie. Je souscris mot pour mot à cette phrase. J'y souscris mot pour mot, je crois que tous et toutes dans la salle on y souscrit. Maintenant, la question, et je bouclerai ma boucle là, c'est une question politique. C'est comment organise-t-on la société pour que nos enfants, nos petits-enfants aient le droit d'y vivre? C'est une question qui se pose autant sur le terrain du social que de l'économie. Ici, aujourd'hui, nous débattons du terrain de l'environnemental, mais on aura bien compris que rien ne peut se passer sans qu'une sphère impacte l'autre, et que c'est bien un projet global de société dont nous voulons, à travers, et uniquement à travers, ce prisme du débat sur les OGM. Merci de votre attention, et je redonne la parole à M. Gérard.